Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'AgriWeb TV depuis le Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine au Parc des Expositions de Bordeaux. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler biogaz, les perspectives en région Nouvelle-Aquitaine. Il convient bien sûr de définir un peu ce qu'est le biogaz. Le biogaz, c'est un gaz produit de la fermentation de matières organiques ou animales. Voilà en quelques mots la définition simple, c'est un gaz combustible composé de méthane, de dioxyde de carbone, une énergie renouvelable. En janvier 2021, la Nouvelle-Aquitaine comptait 90 méthaniseurs et une centaine de projets actifs. En 4 ans, il y a une augmentation du nombre d'unités de méthanisation, liées notamment à des projets agricoles, plus des 3/4 le sont, ce qui veut dire qu'en 4 ans, cela a doublé quand même. Sur notre plateau aujourd'hui, pour parler biogaz, nous avons Séverine Elliott, vous êtes déléguée Biométhane Sud-Ouest GRDF. Bonjour Séverine. Bonjour. Nous avons à côté de vous Guillaume Rioux, qui est vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de la transition écologique et énergétique. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et enfin, Bernard Lair, vous êtes aux multiples casquettes, vous êtes président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques et également vice-président de la Chambre régionale en charge notamment du développement du biométhane. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Bon, parlons un peu perspective biogaz en Nouvelle-Aquitaine. On va commencer avec vous, Guillaume Rioux. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un bon élève finalement sur le biogaz si on regarde les projets et surtout les unités de méthanisation. Oui, effectivement, nous sommes en troisième position sur le plan national, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Cette question du biogaz s'intègre dans un grand ensemble des questions énergétiques, des questions qui sont des questions techniques, très techniques même, et à la fois des questions politiques. Pourquoi politique? Parce qu'on s'inscrit évidemment dans un contexte, une conjoncture très délicate sur le plan géopolitique, une vraie question de disponibilité, de renchérissement du mégawattheure pour nos concitoyens. Un concitoyen en Nouvelle-Aquitaine, comme un peu partout en France, consomme 30 mégawattheures par an. D'où ils proviennent? C'est ça la question, comment ils sont produits et à quel prix? Et puis il y a évidemment la question de la décarbonation de nos activités humaines, nos activités socio-économiques, qui est un deuxième préalable. Alors la situation du gaz, c'est quoi? En Nouvelle-Aquitaine, globalement, on a besoin de 170 TWh de consommation. Et malheureusement, comme bien souvent, il en provient encore une bonne partie des importations fossiles, 15% de gaz. Comment on fait pour substituer ces 15% de gaz fossile, 25 TWh, par du biogaz, tant pour les réseaux de chaleur que pour la production de bio-GNV. Demain, nous avons un grand programme autour de l'avitaillement aussi, pour nos déplacements et surtout pour le fret, pour les marchandises. Donc objectif 25 TWh, des objectifs un peu plus généraux liés à notre feuille de route Néoterra, qui s'inscrivent avec 30% de réduction de la consommation, 45% donc à l'horizon 2030, 45% de production par les énergies renouvelables, dont le biogaz. Alors bon, aujourd'hui, on est loin du compte, mais on va y arriver. Les perspectives sont plutôt bonnes. Je pense que Bernard en reparlera du côté de la méthanisation agricole. Environ 110 méthaniseurs installés. Nous en avons environ une petite vingtaine qui arrivent tous les ans. Et nous devons arriver à l'horizon 2030 à 280 méthaniseurs pour produire 30% des 25 TWh nécessaires. Voilà. Et l'horizon ultime en termes pluridécennal, c'est la stratégie nationale bas carbone. C'est d'arriver à un scénario biogaz 110%. Je dis 110% parce que potentiellement, nous pourrons être exportateurs de gaz en Nouvelle-Aquitaine. On en reparlera peut-être dans un second temps, mais la biomasse détermine qu'il est possible d'arriver à ces horizons techniques. Et, voilà. Donc vraiment, la question de la décarbonation, essentielle, la question du coût, la question de la souveraineté énergétique, tout comme on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté médicamenteuse, de souveraineté industrielle. Il faut que nous arrivions en Nouvelle-Aquitaine, comme ailleurs sur le territoire national et sur le territoire continental européen, à obtenir cette souveraineté énergétique. C'est indispensable. Ça fait 200 ans que nous vivons sous l'égide du charbon depuis la révolution industrielle 1820
puis de l'importation du gaz, du pétrole. Là, on a une opportunité formidable devant nous et nous allons y arriver. Oui, parce que la Nouvelle-Aquitaine peut produire du biogaz. On est quand même, vous disiez, bon élève, on est 3e région française, c'est ça? On est 3e, mais vous savez, on peut vite devenir 4e ou 5e si on ne met pas l'accélérateur. Donc il faut qu'on soit très actif, très proactif sur le sujet. Et vous le parliez aussi du pouvoir d'achat, c'est vrai que... Et oui, le pouvoir d'achat, parce que, bon, tout à l'heure je vous disais 30 MWh de consommation, un petit 30 MWh en Nouvelle-Aquitaine. À 100 € du mégawattheure, ça fait quand même 3 000 € par personne de consommation finale énergétique totale. Alors tout ça c'est très dilué parce que c'est dans les factures d'électricité, les factures de déplacement à la pompe, on a du mal à y voir clair. Et d'ailleurs les gens globalement ne savent pas quelle est leur consommation annuelle, ni même combien elle leur coûte. Mais là on est dans un contexte à 100 € du mégawattheure. Quand on commence à parler 200 € du mégawattheure, voire du spot à 400 € du mégawattheure, on arrive sur des coûts individuels qui ne sont pas loin des 10 000 €. Donc on comprend bien qu'en termes de pouvoir d'achat pour les ménages, en termes de coûts pour l'entreprise et pour les territoires, c'est absolument intenable. Et nous, on le vivons particulièrement à la région avec nos 295 lycées qu'il faut qu'on chauffe, nos 1000 bâtiments un peu partout. La facture est en train d'exploser. Donc il y a vraiment une question, au-delà de la question de décarbonation, une question du coût, de la disponibilité et donc du coût qui nous préoccupe. Et il y a des solutions techniques, il y a des solutions politiques, il faut qu'on les mette en œuvre. Et est-ce qu'il y a le lien avec le schéma régional de biomasse, est-ce que la transition est possible avec les territoires? Est-ce qu'il y a des politiques engagées? Oui, j'imaginais qu'on en parlerait peut-être dans un second temps, parce que là, je vous pose un petit peu le contexte, les perspectives, puis après, il y a les opportunités et les difficultés. Les opportunités, c'est que sur le schéma régional biomasse, on observe qu'il y a plus de 40 millions de tonnes de disponibles en matière organique, environ 15 millions de tonnes en matière ligneuse. Donc sur l'organique, on peut utiliser, tout en ne rentrant pas en concurrence avec les disponibilités des terres pour la vocation alimentaire, les vocations environnementales, protection des écosystèmes, protection des masses d'eau. On sait, les ingénieurs ont calculé que nous avons potentiellement 15 millions de tonnes de disponibles pour nos 280 méthaniseurs. Et aujourd'hui, sur les 15 millions de tonnes, nous n'utilisons qu'1 million de tonnes. Voilà, donc on est loin d'avoir franchi le potentiel pour développer nos 25 TWh à l'horizon 2050 et en tout cas déjà à l'horizon 2030, 30%. D'accord. Bernard Lair, d'ailleurs, sur cette ressource qui est le biogaz, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette gestion de cette ressource? Et peut-être juste avant de répondre à la question, rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Guillaume, sur le contexte international. Effectivement, aujourd'hui, la pression de la spirale inflationniste sur les énergies fossiles a fait que personne n'y retrouve ses petits, tout le monde est inquiet, et donc vite, il faut trouver des solutions. Mais je pense que sur la politique alimentaire et la politique énergétique, il ne faut pas être en réaction avec nos émotions. Il faut bien avoir des perspectives et se projeter sur un projet. C'est ce qu'a fait la Chambre régionale avec un projet de mandature, et c'est ce qu'a fait aussi la région avec la feuille de route Néoterra. Cette feuille de route dont s'est emparée la Chambre régionale et qui est importante parce qu'elle permet d'asseoir le besoin de souveraineté alimentaire à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et la volonté de moindre dépendance énergétique. C'est vrai que Guillaume parlait de souveraineté énergétique, mais j'espère qu'on arrivera à atteindre la souveraineté alimentaire avant la souveraineté énergétique, même si les deux sont très importants. Alors il est vrai que quand on parle d'alimentation et d'énergie, on voit parfois dans les médias un style d'opposition. Et nous, on aimerait justement montrer que c'est complémentaire et non pas en opposition, et pas concurrentiel. Même si on sait que toute la partie culture, toute la partie végétale a un pouvoir énergétique et méthanogène supérieur aux effluents d'élevage, il n'en demeure pas moins qu'ils sont des compléments. Et donc, on s'aperçoit que pour pouvoir effectivement faire fonctionner des méthaniseurs, il faut aujourd'hui une partie de ce qu'on appelle les cultures dédiées. Des cives. Alors des cives ou des cultures intermédiaires. Et on sait que sur la Nouvelle-Aquitaine, sur les 4,2 millions d'hectares, ce qui n'est pas rien, on a une capacité aujourd'hui à avoir des cultures hivernales qui ne sont pas en concurrence avec les cultures de printemps d'une année sur l'autre et qui permettraient justement de pouvoir faire face à ce besoin pour faire fonctionner les méthaniseurs. Et comme le disait avant Guillaume, on a besoin effectivement pour obtenir une certaine
autonomie ou objectif d'autoconsommation de biogaz en 2050, de créer 2 méthaniseurs par département et par an d'ici 2050. Donc l'objectif est atteignable, on doit pouvoir y arriver, on voit que la dynamique actuelle y est, et donc il faut continuer à capitaliser sur cette dynamique. Oui, parce qu'on l'a vu, il y a plus d'une centaine de projets actifs, hein, c'est-à-dire qu'on est sur le cours, en cours d'élaboration, les permis sont posés. Une centaine de projets actifs et une centaine de projets qui sont en cours de réflexion actuellement. Donc ça en fait 200 alors. Voilà, mais qui sont pour l'instant au balbutiement. Donc on est sur l'accompagnement avec différents programmes du Conseil régional, de l'ADEME, d'ECUMA et de la Chambre régionale à travers un programme qui s'appelle Méthanaction, et qui permet effectivement d'accompagner les porteurs de projets de la réflexion jusqu'à l'aboutissement, en passant par un élément qui n'est pas neutre, qui est l'acceptation, l'acceptabilité sociétale. Et c'est très important parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui malheureusement que 3 projets sur 4 avortent de par malheureusement une méconnaissance de l'environnement et une pression que l'on peut avoir sur le terrain. Donc cette anticipation de la méconnaissance de tout cet environnement peut permettre effectivement de mieux accompagner les projets, d'éviter de mettre 3 à 5 ans pour les faire aboutir et d'essayer plutôt de se rapprocher de la dynamique allemande qui arrive à porter des méthaniseurs entre 6 et 18 mois. On va un peu parler, on a évoqué les cives. Donc, qu'est-ce que les cives? Vous pouvez nous donner une petite définition, Séverine, s'il vous plaît, oui, Séverine Elio. Les cives, donc les cultures intermédiaires à valorisation énergétique. Donc c'est finalement les intercultures. Mais Bernard est encore plus qualifié que moi pour en discuter. Mais en fait, on voit bien que le sujet est souvent mis sur la table parce que ça révèle une crainte d'une concurrence entre justement la souveraineté alimentaire que la France doit atteindre et la souveraineté énergétique. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un modèle français de la méthanisation se développe, est soutenu par les pouvoirs publics et notamment au travers du rapport de la mission d'information du Sénat. Et finalement, la réglementation encadre le développement de la méthanisation à partir de matières végétales. En France, la loi interdit l'incorporation de plus de 15% de cultures dédiées, donc de cultures dites énergétiques, cultures qui auraient pu être de la culture alimentaire, dans l'incorporation totale du tonnage d'un méthaniseur. Et ce qu'on constate en pratique, c'est au-delà de cette obligation légale, finalement, les agriculteurs méthaniseurs aujourd'hui, d'après un rapport de l'ADEME en 2020, en France, n'incorporent qu'entre 3 et 4% de cultures dédiées dans un méthaniseur, souvent pour permettre de pallier à une absence finalement de matière végétale suffisante dans ce qu'on va appeler la panse du méthaniseur. Voilà. Donc pour le faire fonctionner correctement, lorsqu'il n'y a pas assez de culture intermédiaire ou quand il n'y a pas assez de résidus de culture, eh bien on vient compléter par un peu de culture dédiée, mais bien en deçà de ce qui est autorisé, ou en tout cas interdit par la loi, contrairement à ce qui peut se pratiquer dans d'autres pays européens. Oui, justement, on allait en venir. La réglementation n'est pas la même selon les pays européens. On compare souvent la France et l'Allemagne, et là encore, ouais, c'est pas la même réglementation. On compare la France et l'Allemagne, donc c'est-à-dire qu'on peut se comparer en disant qu'on fait moins bien parce qu'ils ont beaucoup plus de méthaniseurs que nous. Mais on peut se comparer en disant qu'on fait mieux, parce que quelque part, on encadre la méthanisation en France pour qu'elle soit un soutien à l'activité agricole, et non pas un remplacement à l'activité agricole. Effectivement, le développement du biogaz en Allemagne s'est fait essentiellement à partir de maïs et de cultures dédiées. C'est absolument pas le modèle qui est défendu en France, et c'est absolument pas d'ailleurs ce qui est constaté sur le terrain, puisque ce n'est pas vers ça qu'on veut aller. Très bien, mais justement, vers ça où on veut aller, objectif 2050 – vous disiez 750 méthaniseurs, c'est ça, en Nouvelle-Aquitaine. Un dispositif Méthanaction, vous nous l'avez présenté tout à l'heure, avec l'ADEME, la région Nouvelle-Aquitaine qui est derrière ce dispositif, et la Chambre régionale Nouvelle-Aquitaine et également les CUMA. Expliquez-nous un peu tout ça, ces ambitions derrière ce Méthanaction, un peu, Bernard. Les ambitions sont claires et on l'a dit auparavant, pour avoir une moindre dépendance énergétique, ça ne sera pas une solution, ça ne sera pas uniquement du biogaz, ça sera un complément de toutes les énergies renouvelables possibles. Et la méthanisation fait partie effectivement d'un des volets des énergies renouvelables pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui et sur lequel on fait un focus. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que même si les procédés commencent à être matures,
que l'on connaît effectivement les différentes techniques qui nous permettent d'aboutir à nos objectifs, il n'en demeure pas moins que les modèles économiques sont fragiles, sont très fragiles. Je le disais avant, la spirale inflationniste basée sur les énergies fossiles a fait exploser le coût de toutes les matières premières à travers le monde. Et aujourd'hui, effectivement, quand on connaît l'équilibre économique d'un méthaniseur, on ne peut pas se permettre d'avoir 25, 30 ou 35% de plus en coût d'investissement. Ça nécessite de repenser les modèles, le modèle de la méthanisation. Donc, toute la réflexion aujourd'hui, c'est d'être réactif, c'est de savoir rebondir sur quels déchets, quelles matières premières pour produire le biogaz, le gaz vert de demain, et surtout, c'est quel accompagnement public, que ce soit régional, d'État ou européen, pour faire face sans que ce soit pour autant un dumping ou une artificialisation ou une perfusion. Et toute la difficulté aujourd'hui, c'est vraiment de trouver cette transition qui permette d'avoir des modèles qui fonctionnent pour qu'ils soient pleinement autonomes demain. Mais on sait que pour cela, il faut qu'il y ait une maturation sur le plan économique, et non pas technique comme je le disais avant, pour que l'on puisse avoir ces modèles autonomes qui ne nécessitent plus demain, pourquoi pas, d'accompagnement public. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore et on a besoin de continuer à travailler avec nos partenaires pour arriver à cette maturation. Une maturation qu'on retrouve aussi dans la feuille de route Néoterra, un peu, puisque la transition énergétique fait partie des 11 ambitions de cette feuille de route, qui a été signée en juillet 2019. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Néoterra et sur l'axe de la région là-dessus, sur ce côté biogaz et transition énergétique? Eh bien, peut-être rappeler très rapidement ce qu'est Néoterra. Néoterra, c'est cette feuille de route politique qui prévoit, qui envisage de rendre compatible la préservation des ressources et néanmoins leur utilisation, leurs usages, l'eau, les questions climatiques, les questions de biodiversité, les questions de ressources naturelles, minières, etc., au sens large, avec les activités socio-économiques, avec le développement humain. Donc la crête est assez étroite, le chemin de crête est étroit, mais néanmoins, il est praticable et envisageable. Et en tout cas, les transitions de notre civilisation ne pourront s'exercer, à notre avis, que dans cette configuration de compatibilité entre la préservation des écosystèmes et la préservation du développement humain. Alors, tout ça nécessite quoi? Nécessite ce que nous faisons déjà ensemble avec les agriculteurs, avec les industriels, de mener en permanence du dialogue, d'essayer de comprendre quels sont les besoins, les ressentis de chacun. Et puis, il est évidemment question de dialogue territorial sur cette question-là, parce que les tensions, ces politiques énergétiques, elles peuvent avoir des incidences gouvernementale, et on verra ce qui va se passer durant les semaines, les mois à venir avec le nouveau gouvernement Borne, mais ayez bien conscience que ce sont aussi des politiques qui sont puisées depuis les territoires, par et avec les territoires. Et on ne peut pas faire ça sans les territoires. Donc ça nécessite vraiment, avec les acteurs économiques, les acteurs locaux, d'envisager ce dialogue territorial. Et pour ça, ce que nous parlons d'appropriation, parce que pour qu'il y ait cette acceptabilité, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre ce que c'est l'énergie, combien ça coûte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça passe par la formation des acteurs, mais qui sont déjà, eux, très proactifs, la formation des élus pour pouvoir envisager la distribution de la parole auprès de nos concitoyens pour éviter ces phénomènes de tension. Donc il y a de la proactivité à mener, il y a de l'anticipation, il faut prévoir ça. Il est trop tard lorsque le permis de construire est déposé, que l'étude d'impact est déjà là. Il est trop tard. Donc il y a vraiment tout un travail amont à mener d'appropriation sur nos 151 intercommunalités, sur nos 4300 communes, avec les maires. Parce que, évidemment, potentiellement, ça peut être vécu comme des nuisances, mais il faut transformer cette idée de nuisance, d'impact délétère, en tout cas ressenti comme tel. Il faut le positiver, et il faut le positiver très concrètement en euros sonnants et trébuchants, parce que c'est ça la réalité de nos existences au quotidien. Je vous le disais tout à l'heure, passer de 3 000 à 10 000 euros d'impact sur nos budgets familiaux, c'est juste insupportable. Pour les entreprises, grand nombre aujourd'hui sont en grande difficulté liées à ce coût énergétique. Tout ça, c'est pas tenable. Donc il faut vraiment aller de l'avant, et les ENR font partie du mix, et dans les ENR, le mix
des différentes méthanisation, photovoltaïque, éolien, etc., géothermie, considération hydrologique, on ne peut pas choisir en fait. On aura besoin de tout. Il faut quand même se mettre dans la perspective qu'il faut substituer 62% d'usage fossile. C'est considérable. 170 TWh en région. Comment on va faire? Donc la méthanisation a pleinement sa place. Donc ça fait partie du dispositif d'accompagnement de la feuille de route. Bien sûr, bah, c'est tout simplement faire de la politique, organiser la politique et la ruralitique, et le lien entre d'ailleurs les considérations rurales et les bassins de consommation que sont les cités, les agglomérations, les métropoles dans notre région. Donc la méthanisation, c'est un sujet qui fait un peu débat, Bernard Lerre. Notamment, il y a des facteurs limitants en fait au niveau de cette filière un peu. On peut le dire peut-être par méconnaissance aussi. Beaucoup, visiblement. Il peut y avoir effectivement des facteurs limitants, mais ce que vient de dire Guillaume, c'est important. Je le disais auparavant, je n'ai pas cité un partenaire qui est l'APESA, qui est aujourd'hui une association essentielle dans le dispositif, qui permet justement de mieux anticiper les comportements sociologiques, les comportements d'évolution des populations, pour pouvoir anticiper, accompagner et essayer de mieux faire comprendre. Je crois que c'est ça qui est important aussi, c'est une des clés. C'est comment tous ensemble, acteurs fédérés, on arrive à porter un même message dans l'intérêt de tous. Je me souviens, on visite pas mal de méthaniseurs et j'ai accompagné un bureau d'études où c'était que j'intervienne justement pour, je ne sais pas, c'était pour rassurer un petit peu tout l'environnement du projet. Mais en tout cas, ils avaient réuni une partie de la population. Et ce que je leur ai proposé, c'était d'aller voir un méthaniseur déjà qui fonctionnait. De même type, de même projet, de même taille. Et la première réflexion qu'ils ont eue quand ils sont arrivés, c'est de dire « mais on sent rien ». C'est vrai, c'est marrant, on je sent confirme. Rien. Oui. Et c'est des choses qui sont banales, mais qui dans le subconscient permettent déjà de faire un pas en avant. Parce que la nuisance olfactive est un problème quand on traite des effluents d'élevage ou autres. Et là, on traitait les effluents, fumier, lisier. Il y avait du stockage d'ensilage de cultures intermédiaires, de quelques cives éventuellement. Et il n'y avait aucune odeur, zéro odeur. Une maîtrise totale du projet. Et quand vous arrivez ensuite sur un méthaniseur qui a un petit côté, alors je vais le dire, un peu industriel, mais qui permet d'avoir aussi un petit côté professionnel. Quand vous arrivez dans un endroit où tout est goudronné, tout est bien bétonné, bien fléché, bien panoté, ben ça donne un autre aspect aussi du projet et ça permet de faire mûrir dans le subconscient peut-être des avis négatifs préconçus ou des idées préconçues. Mais vous nous l'aviez dit aussi, l'augmentation du coût des matières premières, la diminution du tarif d'achat également, parce que c'est réel. Ça, c'est aussi des choses qui ont un impact sur la méthanisation, et forcément un peu. Évidemment, au premier chef, la grande difficulté, on le voit avec d'autres énergies renouvelables, c'est d'avoir des politiques publiques qui incitent, qui proposent, qui permettent d'orienter sur du moyen et sur du long terme, mais qui malheureusement, à un moment donné, peut-être se retirent un petit peu trop tôt. Et qu'il n'y a pas, comme je le disais avant, cette transition nécessaire qui permet d'avoir une suite logique et que les projets ou les nouveaux projets deviennent autonomes. Donc il ne faut pas, entre guillemets, là un petit clin d'œil à Guillaume Rioux, il ne faut pas effectivement que les politiques publiques s'éteignent trop tôt ou diminuent trop tôt. Oui. Et on le voit avec malheureusement la politique de rachat qui vient du national, qui vient de l'État, où il y a sur le tarif de rachat du biogaz en injection, une dégressivité trimestrielle qui est inacceptable aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a besoin de souveraineté alimentaire, de moindre dépendance énergétique, et en même temps de ne pas mettre tous les moyens pour prouver que dans ce contexte difficile, il faut mettre vraiment des priorités en matière de finances publiques. Peut-être que vous pouvez rebondir, Séverine, là-dessus, on appelle ça la réfaction un peu, c'est ça? Alors, oui, il y a plusieurs sujets. Effectivement, la question du prix a été finalement un peu ce qui a focalisé les choses pendant plusieurs années, et notamment la manière dont on allait accompagner la filière. Après, c'est quoi le prix du gaz? C'est quoi un bon prix du gaz? Il y a encore 6 mois, avant que les prix augmentent, suite à la reprise Covid et suite aux événements en Ukraine, un bon prix du gaz, c'était 30 € le mégawattheure. Aujourd'hui, c'est quoi un bon prix du gaz? Et alors, c'est quoi un bon prix du biogaz?
Et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire... Il se vend plus cher quand même, le biogaz? Il est plus valorisé? Aujourd'hui, il y a un tarif soutenu par l'État. Et Bernard le disait, il est dégressif pour accompagner la filière dans des efforts de compétitivité. Ça repose quand même la question de l'horizon de temps, voilà, de pouvoir franchir cette période qui impacte aussi les prix de production. Mais ça pose surtout la question de se dire qu'est-ce qui est acceptable, et quand Guillaume Rioux le disait tout à l'heure, qu'est-ce qui est acceptable en termes de signal prix pour du biogaz qui n'est pas que du gaz, qui crée de l'emploi, qui permet d'économiser des engrais de synthèse, qui permet d'économiser du CO2. Quelle valeur on donne à ce CO2 ? Finalement, vous produisez 1 mégawattheure de biogaz, vous économisez 200 kg de CO2. Si on prend 100 € la tonne de CO2, ce qui est à peu près la valeur tutélaire qu'on estime devoir être le coût du CO2, vous gagnez déjà 20 € le mégawattheure. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Le prix est trop cher. Et donc aujourd'hui, le signal prix qui est envoyé à la filière est effectivement compliqué à mettre en œuvre pour les agriculteurs. Donc les projets se posent beaucoup de questions, mettent plus de temps à démarrer. Donc quand Bernard disait on en a 100 de plus qui sont en réflexion, c'est aussi cela qu'il faut accompagner, donc soit dans leurs efforts de compétitivité, mais également dans la manière de valoriser leurs externalités et dans la manière d'aller chercher un prix qui correspond aux services qu'ils rendent à la société, de par la souveraineté énergétique, mais également de par le fait que ça accompagne l'exploitation et ça lui permet de se diversifier et de continuer à perdurer. En termes d'emploi, on a un ordre d'idée sur la création? Alors, il y a une étude qui a été diligentée par le ministère de l'Emploi, justement, qui est sortie la semaine dernière, qui dit que la filière des gaz renouvelables, dans son ensemble, créerait 170 000 emplois d'ici à 2030, en plus des 230 000 emplois qu'elle génère déjà aujourd'hui. Donc il faut accélérer. Un méthaniseur, c'est entre 3 et 5 emplois directs, sans compter tous les emplois indirects, toute la filière qu'elle fait travailler pour sa construction, pour son développement et ensuite pour l'exploitation du site. En plus, on le voit à l'image derrière vous, il y a un méthaniseur, celui de Potopin, qui est, je crois, à Cestas, non loin d'ici. Je l'avais visité, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vrai que ça ne sent pas, et c'était la première réflexion que j'avais faite, donc vous avez raison, Bernard. Alors juste, quand même, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, c'est ce qu'on s'était voilà, dit. Il faut quand même du positif. Les tarifs de rachat baissent, sont difficilement soutenables aujourd'hui pour les projets agricoles. En revanche, voilà, il y a des leviers positifs qui sont en train d'être mis en œuvre. La réfaction, vous en parliez, c'est-à-dire le fait de prendre en charge les coûts d'accès au réseau, c'est déjà une chose bénéfique pour les agriculteurs qui voudraient se raccorder au réseau de gaz. Le droit à l'injection qui permet que les opérateurs gaziers prennent en charge tout ce qui va être renforcement de réseau pour accepter leur production tout au long de l'année. Et dernièrement, le lancement d'appels d'offres pour les exploitations, enfin pour les unités de méthanisation de plus grosse taille. Et enfin, l'introduction dans la loi des certificats de production de biogaz qui finalement fonctionnent un petit peu comme quand vous faites le plein d'essence. Vous avez une obligation de la part des fournisseurs d'essence de mettre 15% de bioéthanol dans l'essence. Et bien, il y aura la même chose en gaz. Voilà, donc une obligation pour les fournisseurs de gaz d'incorporer une certaine quantité de biogaz dans leur offre de fourniture, ce qui permet finalement de racheter directement du biométhane auprès de producteurs sans passer par un dispositif budgétaire, donc sans gréver le budget de l'État. Donc c'est la transition dont parlait Bernard vers un modèle qui commence à se passer de l'intervention de l'État. Guillaume Rioux, vous voulez un peu réagir à cela? Pas forcément à cela. En tout cas, compléter le propos de Séverine. 170 000 emplois sur la méthanisation, mais les énergies renouvelables dans leur ensemble, c'est un gisement de 700 000 emplois dans notre pays. Premier élément. Deuxième élément, moi je voudrais juste vous faire part d'un petit voyage que j'ai pu effectuer il y a quelques semaines en Dordogne, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, où il y a un projet, c'est plus qu'un projet, c'est très avancé, ça va être mis en route au mois de septembre, de méthanisation à la ferme, bien sûr, mais avec distribution de stations-service en bio-GNV à la ferme. Bah, ça tombe bien, derrière, c'est une station-service aussi de Villeneuve-sur-Lot, en pour Lot-et-Garonne. C'est pour moi le parfait exemple de ce que pourrait être la cohésion des territoires demain. Comment rapprocher les 60 000 paysans dans notre région des 6 millions d'habitants, en 2030 7 millions d'habitants. Comment faire cohésion entre ces populations agricoles, ces populations citadines qui parfois sont un peu éloignées, beaucoup trop éloignées à notre goût,
Et voilà, demain, aujourd'hui, vous allez chercher vos œufs, votre barquette de fraises à la ferme. Demain, vous pourrez sans doute, en complément des politiques industrielles, aller faire le plein de votre véhicule à la ferme. Et ça, c'est tout à fait enthousiasmant. Oui, parce que j'allais un peu rebondir là-dessus, sur le consommateur. On parle au grand public. Lui, comment il voit que... Il le sait qu'il consomme du biogaz. Il y a des contrats spécifiques, on l'entend. Il y a beaucoup de publicité là-dessus. Mais pas forcément, en fait. Même quand il prend le bus, on le sait peu. Tout à fait. Effectivement, vous avez raison. En région Nouvelle-Aquitaine, d'autant plus, effectivement, les cars, les bus, les bennes à ordures, beaucoup roulent au biogaz. Voilà, la région soutient énormément la conversion de ces véhicules lourds au biogaz. Sur votre question sur le consommateur, le grand public, finalement, on se rend compte que la méthanisation, le gaz vert, n'est pas spontanément très connu, mais qu'en revanche, dès qu'on pose la question aux consommateurs, et on a fait récemment avec d'autres opérateurs gaziers une étude sur le sujet, le gaz vert est plébiscité par plus de 85% des néo-aquitains. Donc c'est une énergie qui a de la ressource vis-à-vis du grand consommateur, mais qui n'est aujourd'hui effectivement pas assez connue, qui n'est pas portée tellement par les fournisseurs. Mais le fait d'avoir ce dispositif des certificats gaz vert, finalement, va faire que tout à chacun consomme déjà aujourd'hui du gaz vert, puisque dans les tuyaux, il y en a déjà. Donc, on ne le sait pas forcément. On est un petit peu tous des monsieur, madame Jourdain de la méthanisation, finalement, en Nouvelle-Aquitaine. Voilà. On consomme du gaz vert sans le savoir. Et les politiques publiques autour de cette organisation locale, le dialogue territorial et les contraintes, les élus, il faut qu'ils fassent un peu leur travail de terrain, j'allais dire. Oui, mais ça nécessite aussi une formation, parce que la matière est complexe. Comprendre comment fonctionne l'énergie, c'est compliqué, parce que c'est l'électron, passer du mégawatt au mégawattheure, et puis après passer du mégawattheure au giga, au térawattheure. Il faut affronter les échelles de grandeur. Tout ça est très compliqué, ça nécessite de la formation de nos élus à la région, qui pourront à leur tour aller porter la bonne parole auprès des élus de territoire, qui arriveront sans doute, le maire, localement, à convaincre ces populations que c'est une nécessité. Mais c'est vraiment une vraie envie à la région de mener cette politique publique. Et je finirai peut-être en disant, en citant Aristote, le désir est l'unique force motrice. Et la force motrice est vraiment au cœur de nos préoccupations. Et permettrait de faire émerger de nouveaux projets, effectivement. Les relations à créer, il y a la commission de régulation de l'énergie, tout ça, le lien entre État et territoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Séverine ? Oui, effectivement, la coordination, la planification énergétique, comme le disait Guillaume Riou, c'est un exercice qui est très complexe. C'est un exercice qui nécessite de mobiliser finalement tous les sachants, mais également tous les consommateurs. C'est-à-dire qu'on est au cœur des territoires, on est en lien avec des collectivités, on est en lien avec des collectivités de plus grosse taille supra-territoriales et ensuite avec l'État. Et il faut que finalement cette planification se fasse en cohérence avec des schémas définis au niveau local et en lien avec la réalité de l'agriculture. Et donc on ne peut pas décider de politique énergétique qui impacte toute une filière, mais toute une filière qui reste diverse selon les territoires. Et donc ces liens sont à créer effectivement à tous les échelons des régulateurs et des accompagnements. Voilà. Donc il ne faut plus avoir peur du biogaz, de la méthanisation. Moi j'ai un peu peur des mégawattheures encore. Je ne comprends pas du tout comment on fait. Et c'est dur à vulgariser effectivement, c'est ça l'objectif. En tout cas, je vous remercie de nous avoir un peu éclairé, sans mauvais jeu de mots, sur ces perspectives en Nouvelle-Aquitaine sur le biogaz. Et puis de toute façon, vous retrouverez cette émission sur AgriWeb TV et d'autres. Et puis on se donne rendez-vous pour de nouvelles émissions. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup. Et puis, on peut dire que le biogaz a encore de beaux jours devant lui, non? On est au balbutiement, c'est ce que j'ai compris. Oui, on a déjà bien démarré. Bon, le travail est encore à faire. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci. Merci.